Merci Jacques Loussian, merci Garo Sépian, merci de votre accueil, merci à Aran. Valérie Manteau, nous voilà seuls. Rapidement. J'ai pas l'impression, est-ce que ça marche au moins ça? Vous m'entendez? Oui, ça marche, tout le monde marche. Ok. Bon, quelques rapides éléments biographiques pour vous présenter. Donc, vous avez 33 ans, vous vivez à Marseille, en effet, pas très loin d'ici. Vous ne pensiez pas forcément devenir écrivaine, non, a priori. Ça dépend se discute, d'accord. Ça dépend quand. Vous avez travaillé à Charlie Hebdo, ça a été dit. Vous avez quitté ce journal en 2013, soit quelques mois avant l'attentat islamiste du 7 janvier 2015, dans laquelle vous avez perdu évidemment beaucoup d'amis. Vous avez travaillé dans un grand musée national basé à Marseille, également en charge de l'édition, que vous avez quitté récemment. Alors, votre premier livre est sorti en 2016, Calme et tranquille, paru déjà au Tripode, hein, cette maison d'édition que vous n'oubliez jamais de saluer pour son travail. Et c'est vrai que c'est un travail. C'est vrai que c'est un travail toujours hyper soigné et très. Ils font des super beaux livres. Voilà. C'est un éditeur extraordinaire, c'est un petit éditeur. Si vous me lancez là-dessus, je peux y passer un quart d'heure. Non. C'est un petit éditeur indépendant. Ça vaut la peine quand même d'être souligné. Vous aussi, vous avez des problèmes avec votre micro. Oui, mais c'est le même, non? Peut-être. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui. C'est un éditeur indépendant et c'est vrai qu'on parle du prix et il est complètement surprenant que j'ai eu ce prix à plein d'égards, mais notamment parce que je suis publiée par cet éditeur qui a 6 ans d'existence, qui est une équipe de 3 personnes et demie, enfin qui n'a pas du tout la capacité de prétendre acheter les prix, et comme on soupçonne souvent les éditeurs de le faire, et là en tout cas on peut être à peu près sûr qu'il ne l'a pas fait. Voilà. Mais alors bon, je vous passe les éloges du Tripode, mais c'est vraiment un très bon éditeur. Mais si on mérite totalement le prix Renaudot. Alors, en regardant la liste des auteurs qui l'ont déjà eu, donc le prix, c'est un jury mélangé entre journalistes et écrivains. On a des gens comme François-Olivier Gisbert, qu'on connaît bien à Marseille, Jérôme Garcin aussi, qu'on connaît bien, puisqu'il a toujours une chronique dans le journal de la Provence. Et alors, la liste des auteurs, on a Louis-Ferdinand Céline, Le Clésio, Georges Perec, Michel Butor. Ça fait quoi de se retrouver au milieu de gens comme ça? Ça fait bizarre. J'ai fait la même chose que vous quand on m'a donné le prix. J'ai commencé par regarder qui était les membres du jury et ensuite j'ai regardé qui l'avait déjà eu. Ça va être pénible si ça fait ça tout le long. Ça décroche un peu. Ah, il y a peut-être un téléphone qui... Ça, oui. On essaye quand même. Oh oui, c'est bon. Ça aussi. Vous êtes au premier rang, je ne sais pas pour là-bas. En tout cas, j'ai regardé les membres du jury, effectivement. C'est un prix de journaliste quand même. Oui. Le prix Renaudot. Dans la hiérarchie des 4 prix de la rentrée, il y a le prix Goncourt. On va échanger. Là, c'est mieux. Voilà. Dans la hiérarchie des prix de la rentrée littéraire, il y a le prix Goncourt et le prix Renaudot qui sont un peu les deux frères ennemis. Et le prix Renaudot s'est construit contre le prix Goncourt. Et donc cette année, c'était en plus très particulier la sélection des prix. Et donc moi, j'avais été sélectionnée dans la première sélection du prix Renaudot. Et ensuite, je suis sortie de la sélection. Donc c'est vrai que j'avais aucune raison de m'attendre à le recevoir à la fin. Mais je crois qu'effectivement, ce qu'ils ont voulu récompenser au-delà de la qualité du livre sur laquelle moi je me prononce pas, mais effectivement, il y avait eu des enjeux éditoriaux, j'en reviens au Tripode, mais dans la première sélection du Renaudot, il y avait un livre édité par Amazon, ce qui avait fait un gros scandale dans le milieu des libraires et dans le milieu de l'édition, que le prix Renaudot, qui a quand même son importance, et notamment en termes de vente après la remise du prix, et sélectionner un livre publié par Amazon. Et donc finalement, ils ont choisi de le donner à exactement l'inverse d'Amazon, un tout petit éditeur indépendant. Et aussi un livre qui est à cheval entre le roman et le journalisme. Parce que c'est vrai que moi j'ai cette double casquette. Alors j'étais pas vraiment journaliste à Charlie. J'étais chroniqueuse. J'étais chroniqueuse, mais surtout en fait je faisais de l'édition. Moi je suis rentrée à Charlie pour monter une maison d'édition avec une partie des dessinateurs du journal et Bernard Maris. Mais c'était surtout une maison d'édition sur le dessin. Et donc je me suis occupée de cette maison d'édition jusqu'en 2013 quand j'ai déménagé à Marseille. Et j'ai continué à écrire dans le journal encore un petit peu après pour garder un lien avec l'équipe parce que j'avais des liens affectifs. Et moi, c'est une équipe qui m'a complètement formée.
Je suis rentrée à Charlie, j'avais 22 ans, alors c'est vrai que on apprend. Luz vient de sortir une BD remarquable qui s'appelle Indélébile, qui raconte comment lui est entré à Charlie au début des années 90, et il avait 18 ans, et comment il a tout appris là-bas auprès des gens qui l'ont formé. Et en lisant ça, moi j'ai exactement le même regard sur cette équipe qui m'a vraiment beaucoup appris. Et qui m'a déconstruite d'une certaine manière parce qu'il leur est arrivé. Ça c'est évoqué dans Calme et Tranquille, cette expérience aussi à Charlie. Alors le sillon, bon, j'imagine que tout le monde le sait dans cette salle, se déroule en majeure partie à Istanbul, où vous avez vécu. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme française, du couple qu'elle essaie de former avec... moi aussi j'ai des problèmes, avec un homme turc, voilà. Et puis c'est une histoire qui s'enroule d'un seul coup autour d'une quête de sens, d'une obsession presque qui commence à rentrer, et évidemment c'est comprendre les ressorts de l'assassinat de Hrant Dink le 19 janvier 2007. Donc vous le disiez, on est vraiment dans la période anniversaire, puisque les obsèques avaient eu lieu le 23, et essayer de comprendre aussi ce que ces ressorts disent de la montée des extrémismes et de ce que l'on peut y opposer. Alors nous sommes ici dans la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Alors forcément, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine arménienne, qui sont arméniens, qui se définissent comme arméniens. Donc je vais forcément vous poser cette question pour éclaircir un peu tout cela. C'est quoi vos liens avec la Turquie, avec l'Arménie, et surtout avec l'histoire des Arméniens, l'histoire du génocide? C'est des sujets qui étaient familiers pour vous? Pas vraiment. J'ai un lien amoureux avec Istanbul. Moi, je suis allée à Istanbul pour la première fois en 2012 et j'y suis retournée autant que j'ai pu depuis. Pour les vacances au début quand je travaillais, et puis quand j'ai eu la possibilité d'arrêter de travailler, j'y suis retournée pour y passer plus de temps, pour y vivre. Effectivement, c'est greffé là-dessus un lien amoureux avec un homme turc d'Istanbul. Mais je crois vraiment que le plus important, le début du livre, c'était avec la ville. Et pour répondre à votre question, je crois qu'une des choses que les gens qui aiment Istanbul trouvent bouleversante dans cette ville, c'est la grande nostalgie qui la travaille, qui la traverse, et un sentiment à la fois de grandeur déchue. Évidemment, c'est une capitale d'empire déchu, qui aujourd'hui en plus capitale, même plus capitale de son propre pays et d'un pays qui va très mal, mais surtout un sentiment quand on se promène dans les rues d'Istanbul, et notamment dans le quartier dans lequel moi j'habitais, à Kadıköy, on croise partout les traces des peuples qui ont fait cette ville et qui n'y sont plus. Je crois que c'est une ville dans laquelle on est particulièrement confronté à un sentiment de manque, d'absence, alors en plus qui n'est pas complètement verbalisé, même si dans la vie quotidienne, enfin en tout cas moi les gens que je fréquentais, il n'y a pas de tabou là-dessus, les gens peuvent en parler, mais bon, ça fait pas partie de la culture des masses médias. Enfin voilà, il y a plusieurs tabous, alors le plus grand étant évidemment la question du génocide, mais pas seulement. C'est vrai qu'il y a tout un discours depuis longtemps en Turquie sur la redéfinition d'une identité turque, très fermée, très, très turque. On dirait, voilà, comme si Istanbul, comme si ce pays était le fait d'un peuple qui serait seulement les Turcs. Et moi, je trouve qu'une des choses qui donne énormément de force et de tristesse à cette ville, c'est ça. Et je pense que le début du livre était beaucoup une façon de tourner autour du pot de cette chose-là, de cette absence, de ce manque, et qui s'est cristallisé sur un grand absent, disons. Je pourrais dire que pour moi, la figure de Dink a été un petit peu le point d'ancrage d'être capable de dater un jour et une façon par laquelle le nationalisme turc a fait disparaître un des éléments qui manquent aujourd'hui à la ville. Et effectivement, moi, la date anniversaire qui me parle, je suis hyper heureuse d'être avec vous ce soir, le 23, parce que c'est pas tellement le 19. Ce qui s'est passé le 23 janvier, le jour des obsèques de Dink, est pour moi encore plus bouleversant que l'assassinat en tant que tel, ou que tout le mouvement de solidarité qui a pu se faire autour. Vous disiez des dizaines de milliers de personnes, je crois qu'on peut même aller au-dessus, c'est-à-dire qu'il est à peu près
sûr et certain qu'il y avait beaucoup plus de gens à l'enterrement de Dink que ce qui reste d'Arméniens en Turquie. Les gens sont sortis dans la rue. Moi, j'ai vu des chiffres jusqu'à 300 000 personnes. Quand on voit les photos, c'est absolument bouleversant. En plus, tout le monde avec cette façon qu'ont les Turcs de manifester, tout le monde avec les mêmes pancartes, en turc, en arménien, avec systématiquement les deux langues, et tout le monde les mêmes slogans, nous sommes tous Dink, nous sommes tous arméniens. Et je trouve que ces images-là, moi, m'ont complètement bouleversée. On fait évidemment un écho avec la manifestation qu'on avait connue nous le 11 janvier pour Charlie. Et c'est ce fil-là que j'ai voulu dérouler. Oui, parce que vous y retournez après l'attentat de Charlie, vous retournez à Istanbul, vous dites presque que c'est un avant-poste, ça aide à comprendre quelque chose. C'est quoi ce sentiment? Qu'est-ce qui vous pousse à retourner à Istanbul à ce moment-là? Je pense que moi, à titre personnel, c'était vraiment des choses très mélangées chez moi. Moi, j'étais très bouleversée de ce qui s'était passé à Charlie et très mal à l'aise avec ce que j'entendais en France autour de ça. Donc moi, à titre personnel, j'ai vraiment eu envie de partir de France. Et en me demandant où je pouvais aller pour me mettre un petit peu à l'écart de tout ça, Istanbul m'est apparu comme complètement évidente. Alors ça paraît bizarre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller aux Canaries, mais à Ibiza, oui, bon, c'est pas trop. Bon, je suis pas sûre que ça aurait été une super idée pour moi, mais bon, j'avais déjà des liens avec Istanbul, c'était un endroit où je me sentais chez moi, et effectivement, j'ai eu l'impression que, comment dire, le discours qu'il y avait autour de l'après Charlie, moi, me heurtait vachement. Pardon pour le vachement. Beaucoup, au sens où on avait l'impression que ça arrivait à la France et que c'était jamais arrivé nulle part ailleurs, et qu'on a entendu des responsables politiques dire que la France était aux avant-postes du terrorisme, qu'on était des cibles privilégiées. Le monde entier a fait de Charlie un symbole, ce que je trouve très beau en termes de solidarité, mais quand même très injuste, vu que des attentats, il y en avait bien avant Charlie, bien avant la France. Ça ne concerne même pas que nous, ça ne nous concerne même pas nous particulièrement, si on regarde les chiffres. Et c'était important pour moi de relativiser ça, c'est-à-dire que moi, une fois que j'avais été touchée vraiment très, très proche, de pas rentrer dans une logique de me dire qu'il s'agissait de nous. Et d'essayer de comprendre d'autres logiques, et il me semblait que la Turquie avait affaire à ça depuis très longtemps, à une longue histoire d'assassinats de journalistes qui ne concerne pas du tout que Dink. Des assassinats de journalistes, il y en a beaucoup, c'est vraiment une histoire grave et consensuelle à l'État turc. Et il m'a semblé qu'être là-bas, avec les liens que j'avais, avec la capacité quand même que j'avais de parler aux gens, dans un pays qui est vraiment à cheval, c'est-à-dire il y a eu des manifestations pour Charlie à Istanbul après les attentats de Charlie. Il y a des intellectuels qui ont pu s'exprimer dans la presse en solidarité avec Charlie. On n'est pas encore dans un pays où la liberté d'expression est à ce point verrouillée, enfin en tout cas en 2015, c'était pas le cas, qu'on ne puisse pas en discuter vraiment de ça. Et donc je me disais, en allant là-bas, moi je suis capable de parler de ce sujet-là avec les Turcs, et puis surtout je suis capable de parler de ce qui leur est arrivé à eux et de l'expérience qu'ils en ont. Voilà, c'était un petit peu ça la motivation, mais c'était pas du tout réfléchi autant que ce que je viens de vous dire, c'était un peu intuitif. Alors, c'est très présent dans le livre, et vous venez de l'évoquer, il y a beaucoup de Turcs, vous racontez ça, il y a beaucoup de Turcs qui sont touchés encore 10 ans après, puisque c'était plutôt dans cette période-là, 10 ans après par l'assassinat de Hrant Dink, et il y a même votre épicier, je crois, ou l'épicier d'à côté d'un café qui vous dit que ce jour-là, il s'est jamais senti aussi turc, et il a jamais eu autant honte d'être turc. C'est vraiment un sentiment fort, ou c'est un sentiment dans le milieu que vous fréquentiez à Istanbul? Alors, je ne dirais pas que c'est partagé par tout le monde, parce qu'à l'évidence, il suffit de voir les résultats des élections en Turquie, le pays est divisé. Mais non, ça c'est la scène que je raconte, elle s'est pas passée vraiment comme ça, mais par contre la vérité c'est que quelqu'un m'a dit ces phrases-là exactement. Moi je demandais, j'ai vraiment passé plusieurs mois, à chaque fois que j'abordais quelqu'un, j'y allais bille en tête en me disant je m'intéresse à l'histoire de Hrant Dink, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui quand il était vivant, de ce que vous en pensiez? Est-ce que vous vous souvenez de son assassinat? Est-ce que vous étiez à la manifestation? Enfin, je posais plein de questions. Et le fait est que, alors,
je suis pas allée interroger des ultranationalistes, mais des gens de ma vie quotidienne, donc l'épicier, le vendeur de magasins du coin, et des gens dans le quartier de Galata, les vendeurs de magasins, ils sont pas du tout particulièrement de gauche. Enfin, lui, j'en sais rien. Enfin, lui, il m'avait dit clairement que politiquement, il voulait pas se situer, mais par contre, quand je lui posais des questions sur la politique en général, il bottait complètement en touche. Mais par contre, sur cette question particulière de l'assassinat de Dink, là, on rentre dans quelque chose de très sensible, où les gens, en général, répondaient de façon très émotive. Et là, en l'occurrence, il m'a dit ça. Il m'a dit, je me souviens très très bien, non seulement du jour de l'assassinat, mais il me dit le moment où j'ai su qu'il avait été assassiné par un Turc. C'est-à-dire que peut-être je projette, mais moi j'imagine vraiment ça, qu'il a appris que Dink avait été assassiné et il a vécu ce moment, on a déjà entendu ça je crois en France, enfin peut-être ça fera écho pour vous aussi, ce moment en attendant de savoir qui était le tueur, où les gens croisent les doigts en se disant faites que ça soit pas un des nôtres, faites que nous ne soyons pas co-responsables de l'assassinat. Et voilà, lui, il a ressenti ça quand il m'a dit, quand j'ai su qu'il avait été assassiné par un Turc, je me suis jamais sentie aussi turque et aussi honteux d'être turque. Et du coup, c'était quelqu'un, et à chaque fois que je le voyais, il m'invitait à prendre le thé, et moi je parle très mal turc, et il parle pas très bien anglais. Donc on avait du mal à discuter vraiment, mais on faisait beaucoup d'efforts, et je passais beaucoup de temps dans son magasin à boire le thé. Et c'est un des moments, et à chaque fois il me demandait si, je lui parlais un peu de mon bouquin, mais comme je savais pas du tout dans quel sens j'allais, je le laissais un peu imaginer ce qu'il voulait, et il voulait absolument avoir un rôle dans le livre. Il n'arrêtait pas de me dire, bon alors c'est bon, est-ce que tu m'as trouvé un rôle, est-ce que je vais avoir une place dans le livre? Et quand il a compris que j'étais quand même en train de tourner vraiment autour de ces questions-là, il m'a dit, mais en fait j'en veux pas de rôle dans ton livre, parce que là, on a le mauvais rôle. Et moi je trouve que cette culpabilité, sans raison objective, enfin lui il n'a vraiment jamais fait de mal à une mouche, mais je comprends ça me touche, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est partagé alors très largement, je pense, dans les milieux intellectuels aujourd'hui. Moi, tous les gens à qui j'ai parlé, pas du tout spécifiquement, pas seulement les Arméniens, mais tous les gens à qui j'ai parlé des milieux intellectuels et artistiques, le nom de Dink est un élément... Enfin, ça nous ouvre toutes les portes. Moi, les gens m'ont infiniment aidé. À chaque fois que quelqu'un a su que je m'intéressais à cette question-là, j'ai été systématiquement invitée. J'avais des traducteurs à tous les coins de salle. Les gens venaient me voir en me disant « Est-ce qu'on est bien sûr que Valérie comprend ?» Parce que c'est important qu'elle comprenne comment on essaye de réfléchir. Donc ça, dans les milieux intellectuels, c'est évident que ça a vraiment été un sésame, mais aussi auprès de gens plus lambda. Ça vous a surpris que cette histoire soit aussi présente finalement encore à Istanbul? C'est-à-dire que moi je faisais un petit peu le parallèle avec Charlie, parce que j'ai que ça à me mettre sous la main comme comparaison, et on n'aurait pas la même chose, c'est-à-dire Charlie, on peut dire ça dans les semaines qui ont suivi l'attentat. Oui, il y a eu un moment de communion très fort où, et même moi quand je suis arrivée en Turquie en mars 2015, quand les gens savaient que j'étais française, sans savoir du tout que j'avais des liens avec Charlie, mais simplement quand je disais que j'étais française, on me présentait des condoléances pour ce qui nous était arrivé. Et donc ça, on a connu ça pendant quelques semaines ou quelques mois en France, et puis ça a, je dirais, quand même plutôt disparu. Aujourd'hui, quand je dis aux gens que j'ai bossé à Charlie, c'est même pas forcément un sujet qui rend les gens très sympathiques. Et bon, c'est pas très grave, c'est la vie du débat. Mais le fait est que Dink est un symbole beaucoup moins polémique, beaucoup moins ambigu. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit du mal de lui. Alors peut-être c'est reconstruit a posteriori, ça je peux pas le savoir, je vais pas commencer avant l'assassinat. Mais je pense aussi que c'est lié à sa personnalité, je pense que c'est lié à ce qu'il a essayé de faire de son vivant. Et ça c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me suis sentie... j'avais envie de connaître mieux cette histoire-là. Cette histoire, vous la découvrez à travers le livre de Pinar Selek, c'est ça? Oui, en fait, moi, j'ai commencé quand je suis partie en 2015, des amis m'avaient offert des livres pour partir. Ça arrive souvent, donc quand on part en voyage, les gens nous offrent des livres sur l'endroit où on va. Et Pinar Selek venait de sortir un livre qui s'appelle Parce qu'ils sont arméniens. J'espère qu'il est disponible. Peut-être tout le monde l'a déjà lu ici. J'en sais rien. En tout cas, si c'est pas le cas, lisez-le. C'est très beau.
Et elle parle de son éducation à elle en tant que jeune fille turque, mais elle parle beaucoup de la figure de Dink. Elle parle de comment il l'a formée. Alors en plus, avec elle, je partage une sorte de parallèle du fait qu'elle a perdu avec l'assassinat de Dink quelqu'un qui avait été une figure structurante pour elle. De la même manière, je fais vraiment un parallèle entre ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a perdu et ce que moi j'ai perdu en perdant certains des membres de Charlie. Donc c'est dans ce livre que moi j'ai découvert ça. Je fais juste un aparté avant d'oublier de vous dire une chose sur le comité de soutien Pinar Selek qui est là-bas, dont je fais partie. J'allais en parler. Et qui met en place une opération pour envoyer des cartes postales aux prisonniers qui sont actuellement dans les prisons turques. Donc vous pouvez vous les procurer à la table là-bas, et je vous encourage évidemment aussi à adhérer au comité de soutien parce que c'est plein de gens très sympathiques et on essaye de faire des choses pour les prisonniers en Turquie et un petit peu au-delà, mais je pense que c'est utile. Fin de la parenthèse. J'ai oublié ce que vous me demandez du coup. On était sur Pinar Selek et votre découverte. Pinar Selek est formidable. Voilà. On va parler un petit peu de l'écriture. Vous avez une écriture très surprenante. On passe d'une phrase très, très travaillée à une bribe de dialogue, une pensée qui sort comme ça, brute. Et puis cette constante autodérision quand même, qui est aussi une marque de votre écriture. C'est presque un journal de bord, et vous travaillez comme ça, jour par jour, vous vous mettez à la veillée toute seule derrière votre écran? Non, c'est complètement reconstruit. J'ai pas du tout écrit au jour le jour. Ça marche bien. Oui, alors si ça fait illusion, tant mieux. Mais du coup, j'ai du mal à faire croire, à faire comprendre aux gens que non, c'est pas du tout un journal de bord de ce qui s'est passé là-bas, même si c'est inspiré et souvent très fidèle à des choses que j'ai effectivement vécues, des dialogues, des choses que j'ai entendues. Après, le choix, la façon d'écrire, notamment pour les dialogues qui sont effectivement pas dans les règles de l'art. Pour plusieurs raisons, c'était important pour moi de le faire comme ça parce que, d'abord, pour montrer aux gens que justement on n'était pas dans un journal de bord, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas transparent, qui n'était pas immédiatement accessible. Et c'était une façon de restituer la difficulté malgré tout que j'ai eue à faire ce travail-là de recueil d'histoires et d'informations sur cette histoire. J'ai dû le faire quasiment que à l'oral, puisque moi j'ai un accès très biaisé aux sources écrites, vu que je lis pas ni le turc. Donc on part avec un gros handicap. Et de toute manière, ce qui m'intéressait, c'était d'aller entendre ce que les gens diraient aujourd'hui et dans le contexte actuel, puisque le livre se passe en gros l'année 2016 en Turquie, et qui a été une année catastrophique politiquement, avec beaucoup d'attentats, cette tentative de coup d'État raté. Donc vraiment, moi, ce que je voulais, c'était essayer de retrouver le son de la rue d'Istanbul de ces mois-là. Et aussi, je voulais pas avoir l'air de restituer les choses telles quelles, puisque de fait, moi, je parle aux gens en anglais la plupart du temps, ou en français quand ils pouvaient parler français, ce qui est le cas de pas mal de Turcs, en fait. Mais je prends pas de notes, j'ai pas du tout fait d'entretien en enregistrant les gens, parce que justement ça crée une distance. Moi je suis pas sociologue, donc j'allais pas mal faire le travail d'une sociologue. Donc je vais chez les gens, quand ils m'invitent, on discute, je prends pas de notes, j'enregistre rien, et ensuite, parfois des semaines après, ou des mois, je reconstitue. Alors j'ai quand même une bonne mémoire, je reconstitue pas n'importe quoi, mais quand même il y a un filtre. Il y a le filtre, c'est ce que moi j'en ai gardé comme souvenir, ce que j'en ai compris et ce que j'en ai traduit, puisque je traduis les dialogues. Donc c'était important pour moi que dans le livre ça soit pas transparent, qu'on garde pour le lecteur aussi cette chose un petit peu complètement médiatisée par le regard de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est ça l'impression qui ressort du livre quand on le lit, c'est qu'on sait que en fait il n'y a qu'une seule personne qui parle dans ce livre, c'est moi. Oui, c'est pas un livre de politologue, c'est pas du tout un essai. J'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui considéreraient votre approche de la Turquie et de cette histoire comme naïve, parce que vous découvrez les choses et c'est voulu, et voilà, vous n'êtes pas posé la question de la légitimité, vous avez décidé de parler de ce sujet. Et... Je me suis posé énormément la question de la légitimité et justement de mettre en scène une narratrice peut-être quand même un petit peu plus naïve que moi. C'était un petit peu une façon d'abord d'annoncer la couleur, c'est-à-dire évidemment je ne prétends pas
parler à la place des politologues, des journalistes et de tous les gens bien plus légitimes que moi pour parler de ça, qui font un travail remarquable. Et moi, je prétends pas du tout je fais pas de la vulgarisation de ça, et j'ai rien à apporter à ça en fait. Donc vraiment, j'ai essayé de rester exactement à l'endroit où j'étais, c'est-à-dire d'une étrangère, amoureuse d'Istanbul, avec beaucoup d'empathie pour le peuple d'Istanbul d'aujourd'hui, et l'envie d'entendre ce qui reste de la mémoire de Dink, que moi j'ai pas connu et dont j'ai découvert l'existence quasiment 10 ans après sa mort. Donc j'ai pas voulu essayer de combler le fossé. Je me suis dit que c'était pas la peine et que c'était pas là que j'étais intéressante, que si j'étais intéressante quelque part, c'était justement cette position-là de quelqu'un qui est capable de redécouvrir cette histoire et de s'en sentir proche, alors que, pour revenir à votre première question, à titre personnel ou familial ou quelque titre que ce soit d'ailleurs, je n'ai pas de lien avec cette histoire. Ça n'est que de la pure empathie. Mais je trouve que c'est important. Enfin, je trouve que ça a le mérite d'exister. Vous n'avez pas de lien avec cette histoire directement, mais vous avez des liens avec ce type d'histoire. Je parlais d'autodérision tout à l'heure, il y a un tout petit extrait qui m'a fait bondir, moi, au début du livre, quand l'héroïne commence à se laisser emporter par cette histoire de Hrant-Dink, son amant lui dit et tu penses que cela te fait du bien de te plonger là-dedans. Tu as vraiment envie d'histoires de suicide et de journalistes assassinés. Et c'est vrai que personnellement, c'est exactement la question que je me suis posée. Mais pourquoi donc ? J'en sais rien. J'ai écrit. Alors, mon premier livre parle quand même pas mal de ça. Enfin, de questions de journalistes assassinés et de suicides qui sont, alors pour le coup, deux choses qui font partie de mon histoire personnelle. Alors peut-être pour expliciter, dans votre premier ouvrage, il y a beaucoup de questions aussi du suicide de votre grand-mère. Hein, oui. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me rendre compte que je mettais le doigt dans une histoire où j'avais envie d'écrire un livre, alors en plus... Donc sur l'histoire de Dink, extrêmement douloureux, avec des choses, des aspects que je maîtrise pas très bien, de sa femme, ses enfants qui sont encore vivants, des gens qui l'ont très bien connu qui sont encore vivants. Je me suis vraiment dit que c'était pas du tout une bonne idée de faire ça, que j'étais pas très légitime, et puis que qu'est-ce que j'allais faire là-dedans? Effectivement, qu'il y avait des choses plus joyeuses et sympathiques à faire de sa vie, surtout quand on est en congé sabbatique comme moi et que personne ne m'avait rien demandé. Mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que ça m'a aidée, parce que moi j'avais besoin de prendre ce temps pour réfléchir sur ces questions-là qui m'avaient atteinte moi. J'avais des contacts très faciles. Enfin, je suis allée voir quand même la fondation Dink, je suis allée voir Agos, j'ai parlé à plein de gens qui travaillaient sur ces sujets et je savais que la famille savait que j'étais en train de faire un livre. Mais quand il a été à peu près fini et lisible par quelqu'un, ou en tout cas que je me suis sentie capable d'expliquer ce qu'il y avait dedans, j'ai écrit à la fille, à Delal, et je lui ai proposé qu'on se rencontre. Parce qu'elle a mis un peu longtemps à répondre, et du coup j'étais vraiment très inquiète en fait de continuer à avancer dans cette histoire de livre sans un aval, ne serait-ce que de principe. Je sais pas ce que j'aurais fait s'il m'avait dit qu'il était hors de question que ça sorte. Mais la question se serait posée. Enfin, j'aurais détesté faire ce livre si ça leur avait pas été un tout petit peu pensable que quelqu'un fasse ça. Alors finalement, on s'est vu en décembre. Enfin bon, le processus s'était enclenché pour la publication. Je lui avais déjà envoyé le texte, mais elle n'a pas réussi à le lire en français. On s'est vu, on a un petit peu discuté. Je suis pas sûre qu'elle était complètement enchantée de ce que je faisais, mais elle a compris que j'étais pas malveillante déjà. Et surtout que j'apporte rien à l'histoire. J'ai pas fait d'enquête, je révèle pas rien qu'elle ne connaisse pas absolument par cœur. Et du coup, c'était une façon de faire sortir cette histoire du contexte turc. Et voilà, enfin, finalement c'est ça qui s'est passé. Ouais, finalement, l'aval a été donné, mais sans... Oui, alors finalement on a quand même fait les choses sérieusement. Elle l'a fait lire à quelqu'un de confiance qui pouvait le lire en français, qui lui a dit qu'il n'y avait aucun problème avec le texte. Donc oui, il n'y a pas finalement... j'y aurais pas osé, je crois. Enfin, ouais. Il y a Marseille est présente dans votre livre, il y a Jean Kéayan. Ouais.
J'étais surpris de le rencontrer là. C'est pas très surprenant. Un personnage, oui, c'est pas très surprenant sur le fond, mais voilà. C'est un personnage qui revient à plusieurs reprises. Comment vous êtes arrivé jusqu'à lui? Il est là dans la salle. Là, Jean. Je ne sais plus. Quelqu'un m'a donné le numéro de Jean en me disant, parce que j'étais déjà en train de parler autour de moi de ce projet, et pendant longtemps je disais que j'écrivais un livre sur Randing, alors que maintenant je dis plus trop ça, je dirais pas que c'est ça l'objet du livre, mais comme je disais ça, et d'un coup quelqu'un m'a dit, mais comme tu es à Marseille, j'imagine que tu connais Jean Caillan, et je ne connaissais pas. Et donc on a déjeuné ensemble, et effectivement Jean fait partie de toutes ces personnes qui, à la seconde où j'ai dit que je m'intéressais à cette histoire, a été d'une immense disponibilité, de très grande bienveillance, et donc s'est retrouvé malgré lui, alors qu'il m'avait rien demandé et que je lui ai pas demandé grand chose non plus, un personnage du livre. Enfin, lui, il a eu la chance de pouvoir le lire en français avant que ça sorte. D'accord. Il lui avait demandé son feu vert à lui aussi, d'accord. Oui, je crois. Je parle sous ton contrôle, si, je crois quand même. Mais ça a été une grande question aussi, parce que j'ai utilisé dans le livre beaucoup de gens qui m'ont aidé. Alors, en essayant de naviguer, et beaucoup de gens en Turquie qui ne pouvaient pas lire la version française. Donc, c'est vrai qu'on se pose des questions. Moi, les questions déontologiques, elles ont été dures à trancher. Est-ce qu'on change les noms? Parfois, changer les noms, ça n'a aucun intérêt. On se dit, on va protéger les gens, mais en fait, ça fait un truc à clé pas très malin. C'est-à-dire, si je dis une romancière très connue qui a été arrêtée en août 2016, je peux changer son nom tant que je veux. C'est Aslı Erdoğan. Et en plus, alors en discutant comme ça à l'oral, les gens me disaient mais ne change pas les noms, c'est important aussi qu'on garde la trace de cette géographie, de qui sont les gens que tu as pu rencontrer. Mais bon, en même temps, parfois, il y a des choses, je me dis, je vais quand même protéger, vu le contexte actuel en Turquie, je n'ai vraiment pas du tout envie que qui que ce soit ait des problèmes à cause de mon bouquin. Donc, ça n'avait pas été évident de faire ça, et en même temps, alors là, pareil, il y a des moments où je ne peux pas m'en empêcher, c'est-à-dire il y a des gens qui sont des bons personnages. Jean Caillan en fait partie. Donc voilà. Moins dangereux pour Jean Caillan ici. Il y a un lieu aussi, le Muse. Il existe ce lieu Non, alors là, pour le coup, le lieu, moi je sais très bien de quel lieu je parle, mais oui, j'ai pas donné le bon nom ni l'adresse. Et cela dit, c'est un café associatif dans lequel il y a des réunions de militants, il y a des cours de yoga, il y a un journal qui se fait. Et des lieux comme ça, en fait, moi j'en connais peut-être 10 ou 11, mais rien que moi, et je connais loin de là pas tout Istanbul, donc c'est quelque chose qui existe. C'est le résidu de ce qui s'est passé au début des années 2000-2010 à Istanbul, quand vraiment la ville avait une très grosse dynamique de développement, de création de lieux alternatifs. C'était un peu la nouvelle Berlin quand même, Istanbul, en 2010, autour de 2010. Et donc voilà, ces lieux-là se sont créés, ont incarné quelque chose de très fort de la jeunesse, de ce qui se passait à Istanbul, et aujourd'hui sont vraiment en train de fermer les uns après les autres. Et voilà, moi c'est aussi l'histoire de ces endroits-là que je voulais raconter. Donc j'en ai pris un que moi je connais bien comme modèle, mais qui sert un peu d'exemple vraiment à cette Istanbul qui est en train de disparaître. Parce que la particularité de cette ville, c'est qu'elle change très vite, et que dans le contexte maintenant, d'un mois sur l'autre, les commerces dans les rues changent. On voit les choses fermer et réouvrir complètement différemment. Donc des bars qui servaient de l'alcool, comme les lois sur l'autorisation de vendre de l'alcool ont changé. On n'a plus le droit de vendre de l'alcool à moins de 400 mètres d'une mosquée ou d'une école. Donc ça, dans des quartiers entiers, ça a reconfiguré complètement la sociabilité, puisque des lieux dans lesquels il y avait 10 bars se sont transformés en 10 salons de thé. Puis finalement, les 10 salons de thé n'ont pas forcément trouvé leur public, parce que c'est pas les mêmes personnes qui venaient boire des verres et qui d'un coup se retrouvent à pas vouloir boire de thé ou à fumer de la chicha. Et donc du coup, tout se reconfigure très vite. Quand les touristes européens ont arrêté de venir en 2015-2016 à cause des attentats,
Il y a la monnaie turque a aussi baissé, et du coup c'était devenu une ville très attractive pour les touristes du Golfe. Donc il y a énormément de touristes du Golfe qui ont commencé à venir, mais c'est pas du tout les mêmes restaurants qu'ils fréquentent, c'est pas du tout les mêmes souvenirs qu'ils achètent, et donc on le voit vraiment en direct. La Turquie a quand même cette chose très instable. Nous, ni ici à Marseille, encore moins à Paris, dans des villes avec un potentiel touristique très fort. C'est pas, les choses ne se remplacent pas d'un mois sur l'autre. À Istanbul, si. Cette évolution, elle vous inquiète, vous qui avez vu sur une période où dans le livre, il y a je me souviens plus qui, mais quelqu'un qui dit la Turquie c'est nous, et c'est des mots d'espoir pour dire que bon, bah, la Turquie avancera malgré tout. C'est un sentiment que vous partagez, vous, après avoir vécu C'est Asler Dohan qui a dit ça dans une interview au New Yorker quand elle est sortie de prison. Elle a donné une interview que je trouve vraiment très belle, et dans laquelle elle dit qu'il le veuille ou non, nous sommes la Turquie, nous les écrivains, les journalistes, nous sommes le langage et la conscience de ce pays. Et donc je cite cette phrase que je trouve vraiment très forte. Après, le fait est, c'est compliqué. Enfin, et Asle a dû s'exiler quelques mois après avoir dit ça. Elle sortait de prison, donc c'était quand même pas. C'est des mots d'optimisme, mais c'est quand même pas une réalité hyper évidente. Le fait, moi, j'essaye de pas être trop inquiète. Je pense que, par contre, je pense que c'est inéluctable. C'est-à-dire là, on a perdu une partie. Alors qui est le on, mais il y a des gens qui s'en vont là, vraiment. C'est très marqué socialement et générationnellement, les gens qui sont en train de quitter la Turquie maintenant. Et je dis pas qu'ils y reviendront jamais. Moi, je pense que l'histoire est très longue, et que Istanbul, on a vu passer des retournements. Mais il y a quand même peu de raisons, aussi naïve que je sois, d'être très optimiste à court terme. Donc non, je suis très inquiète. Le sillon, on sait que c'est la traduction, donc le sillon, le titre du livre, on sait que c'est la traduction d'Agos, donc le nom du journal que dirigeait Hrant Dink. Mais vous entendez aussi autre chose là-dedans. Vous entendez... Oui, j'aurais pas pris Justement, ce qui m'intéressait, c'était que c'était non seulement un mot que Dink avait choisi pour son journal, parce que il était partagé entre les Turcs et les Arméniens, enfin le vieux turc, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Turc qui sache ce que veut dire Agos. Mais à l'époque, oui. C'était un mot partagé entre les Turcs et les Arméniens à l'époque où ils cohabitaient en Anatolie. Et pour moi, en tout cas, immédiatement, quand on m'a dit que ça voulait dire le sillon, j'ai entendu le vers de la Marseillaise. Et j'ai vraiment quelque chose d'ironique, très dur, très noir, de me dire qu'un sang impur abreuve nos sillons, et c'est le titre du journal de quelqu'un qui a été assassiné par un nationaliste, après toute une... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des procès de Dink, mais enfin, c'est à la limite pas très intéressant de connaître le détail, mais il se trouve qu'un des procès qui a fait de lui l'ennemi public et qui fait qu'il a finalement été assassiné, c'était sur une histoire de sang impur. Il avait prononcé une phrase un petit peu... peut-être trop subtile, sur le fait qu'il fallait débarrasser l'identité arménienne du poison turc. Et cette chose-là lui a été reprochée et complètement retournée et complètement instrumentalisée. Et donc je trouvais vraiment que sur ce mot de sillon, sur l'écho que ça faisait à la Marseillaise, il y avait à la fois tout le nœud de cette histoire et le miroir qui pour moi était intéressant. C'est-à-dire, moi je fais pas un livre pour les Turcs. J'espère qu'il sera traduit en Turquie, mais c'est pas du tout évident. Donc mon lectorat, a priori, il est français, et ça nous parle de nous, je pense, toute cette histoire aussi. Donc c'était important qu'il y ait quelque chose de l'ordre du miroir, de réversible sur l'identité française et sur notre propre nationalisme, qui empêche de traiter cette histoire comme exotique, ou comme encore un truc qui se passe dans l'Orient compliqué, et tous ces barbares qui s'assassinent, et ça ne nous regarde pas. Pour moi, c'était vraiment important de garder cette problématique aussi comme étant la nôtre. C'était une période aussi où on parlait beaucoup de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, et où justement il y avait une forme de repoussoir aussi de cette Turquie politiquement. Moi, en lisant la biographie de Dink, et quand j'ai appris qu'en 2006, pendant toutes ces polémiques autour des procès qu'il a eu pour insulte à l'identité turque, il y avait des manifestations au pied de son journal au cri de « La Turquie, tu l'aimes ou tu la quittes ».
Et en 2006, nous, on était en pleine campagne électorale en France, où le candidat Sarkozy a fait sa campagne avec comme slogan « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Ça m'a fait un écho très, mais vraiment odieux, presque viscéral. Je me suis dit, on a repris, je me doute bien que Sarkozy n'a pas repris exprès, mais on faisait écho au même moment, on avait les mêmes slogans, alors qu'ils ne se sont pas traduits de façon aussi violente en France, mais c'est quand même cette violence-là de dire aux gens qui habitent dans un pays qu'ils n'y appartiennent pas à ce pays. Ça m'a fait un écho vraiment très fort, qui m'a convaincue presque de faire le livre, et que je pouvais décliner à plein d'égards, c'est-à-dire à la même époque aussi, c'était le procès pour la publication des caricatures en France. Charlie a eu un procès en 2007 pour avoir publié les caricatures de Mahomet, et à ce moment-là, au moment du procès, donc c'était avant l'élection, parce que c'était Jacques Chirac qui était encore président, et qui avait condamné toutes les provocations manifestes que pouvaient faire les journaux en disant qu'évidemment il fallait protéger la liberté d'expression, mais que quand même les gens qui allaient trop loin auraient bien ce qu'ils mériteraient. Il n'a pas dit ça, mais on entendait quand même beaucoup ça quand on travaillait à Charlie en l'occurrence. Et Dink s'était entendu dire exactement la même chose quand il a eu son deuxième procès, je crois. Il avait été convoqué chez le procureur d'Istanbul, qui lui avait dit que évidemment il fallait qu'il fasse attention à lui. Donc c'était une façon de lui dire que les autorités ne feraient pas attention à lui, que lui il fallait qu'il évite toutes les provocations. Le procureur lui avait dit vous le savez bien, les rues sont pleines de toutes sortes d'énergumènes, qui est une façon de se laver les mains de la responsabilité et une menace des autorités, et une menace voilée, enfin de semi-voilée. Ouais, semi-voilée. Dans le livre, il y a un extrait, je crois que c'est la Cour européenne, qui parle qui explique que l'ironie, les métaphores et les expressions imagées sont moins susceptibles d'être comprises, en particulier, vous écrivez, quand on a des préjugés ou qu'on manque de bon sens. Alors, ça veut dire que l'humour, c'est pas la bonne arme pour se battre contre les intégrismes, contre les nationalismes, finalement. Je sais pas. Alors cette citation-là, en l'occurrence, c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, c'est Necmi Alpay qui avait dit ça, qui est une linguiste très connue en Turquie, qui a fait de la prison au début des années 80 et qui en a refait à plus de 70 ans en 2016. Elle a été arrêtée en même temps que Hasle pour les mêmes raisons, et elle a d'autres charges en plus, donc elle risque encore la prison à perpétuité, mais elle a été relâchée en même temps qu'Hasle. Et c'est une linguiste vraiment connue, militante, et au moment des procès de Dink, il lui avait demandé, ses avocats avaient essayé de faire une campagne dans la presse en impliquant des personnalités de la société civile un peu légitimes, comme ça, des universitaires, en leur demandant d'expliquer qu'est-ce qu'eux comprenaient à ce fameux texte sur le poison qu'il fallait purifier. Et donc elle avait fait une espèce d'explication de texte, alors c'est un petit peu désespéré, en essayant d'expliquer à des gens qui évidemment n'avaient aucune envie de comprendre ce qu'avait voulu dire Dink, au cas où c'était simplement un malentendu. Et donc elle a fait ce texte, alors qui est très universitaire, en essayant de décortiquer toute la logique de l'argumentation de Dink, en disant voilà, au cas où vous pensiez qu'il était en train d'insulter les Turcs, évidemment pas ça qu'il voulait dire. Et puis comme elle a vu que cette explication était un peu, on n'avait servi à rien, mais c'était couru d'avance, elle avait eu ce commentaire en disant que de toute manière les expressions imagées et toute forme de métaphore étaient difficiles à comprendre, surtout quand on manque de bonne foi. Mais quand on dit ça, ça veut dire on peut plus rien dire. Quand on manque de bonne foi, même n'importe quoi de ce que je peux vous dire maintenant, voilà, évidemment quelqu'un peut utiliser un bout de phrase, le retourner et venir dire regardez, voilà, je sais même pas ce que j'aurais, mais j'imagine que rien que dans l'heure qu'on est en train de passer ensemble, il y aurait 10 extraits utilisables qui feraient dire, si on voulait, complètement le contraire de ce que j'espère vous comprenez que j'essaye de dire. Mais voilà, donc quand on se dit ça, c'est une façon un peu de... C'était un commentaire un peu désespéré. Alors je pense effectivement, on a tous envie d'être plus prudent quand on parle de sujets sensibles. Probablement il faut l'être, mais le fait est que quand même, au bout d'un moment, les gens qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas.
ça sert à rien. Ece Temelkuran, je la cite dans le livre, et elle a, pareil, elle a un petit peu, c'est une journaliste féministe turque très intéressante, et elle a pendant des années expliqué qu'elle, en tant qu'essayiste et romancière, ne voulait pas utiliser le mot génocide pour continuer à avoir la possibilité de discuter avec l'autre bord, comme elle disait. Elle disait, il faut maintenir la conversation, on a besoin de parler de cette histoire en Turquie, et donc elle avait pris cette position-là, de dire, moi j'utilise pas ce mot-là, simplement pour pouvoir raconter toute l'histoire, et on arrivera sans doute un jour à tomber d'accord sur le qualificatif, mais elle disait, il vaut mieux continuer pour maintenir la conversation. Et en 2015-2016, je me souviens plus exactement de la date de l'interview, mais je la donne dans le sillon. Elle a changé d'avis. Elle a donné dans une interview aussi. Elle a dit, en fait, je pense que je me suis plantée, que j'ai essayé de maintenir à toute force le dialogue, mais qu'en fait, les gens qu'on passe notre temps à essayer de brosser dans le sens du poil, à respecter, et avec qui on veut absolument continuer à discuter, ne veulent pas nous parler. Et donc elle a dit ça dans une interview que je trouve très triste, enfin, effectivement, hein, parce que c'est quelqu'un qui a passé des années à essayer d'avancer sur un chemin qu'elle pensait sans doute être le plus efficace, et qui disait devant les arrestations et les menaces, et elle en reçoit évidemment elle-même beaucoup, que probablement c'était une mauvaise stratégie. Je pense que personne ne sait quelle est la bonne stratégie pour déverrouiller des moments de montée de haine comme tout ce qu'on raconte. Pour conclure, parce que je crois qu'on se rapproche du temps imparti, vous allez ensuite signer une petite séance d'autographe. Et on a entendu tout à l'heure en introduction le terme livre militant. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous adhérez? Est-ce que c'est une qualification qui vous semble adaptée? Je sais pas, on m'a posé tellement de fois la question sur comment qualifier le livre, qu'en général je botte en touche en disant j'ai pas d'avis très précis. Est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un récit, c'est un livre politique? Alors oui, il y a de la politique dans le livre, mais est-ce que un livre, voilà, c'est un livre qui est évidemment très politique, et en même temps, pour moi, un livre politique, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, des livres politiques, c'est François Hollande, non? Enfin, j'ai vraiment pas fait ça, il me semble. Mais il y a tellement de politique. Alors, les militants, moi, j'ai pas de tabou. Moi, je suis une militante à titre personnel dans ma vie, mais beaucoup plus à titre personnel que dans mon livre, je pense. Je pense que le livre est beaucoup plus libre que ce que moi, je pourrais faire en tant que militante. Enfin, en vous disant ça, je me suis fait taper les doigts sur les doigts aujourd'hui encore parce que j'ai donné une interview dans la Marseillaise en parlant des élections et où je disais que je vais le redire en plus, comme ça c'est parfait. On devrait arrêter là avant que je... Non, mais que je fais partie du collectif du 5 novembre de Noailles, puisque j'habite à Noailles, et j'espère que des personnes du collectif et de la société civile monteront des listes pour les prochaines élections. Municipales. En 2020. Oui. Pourquoi je vous disais ça? Et je me suis fait taper sur les doigts parce que, en tant que militante du collectif, je leur rends pas service en disant ça. Et c'est pas leur agenda. Oui, et c'est pas leur agenda à eux, et personne n'a d'envie de faire ça. Et en fait, c'est moi toute seule qui aimerait bien qu'ils y aillent, parce que j'aurais envie de voir ça. Et donc, je me suis un petit peu fait expliquer, mais évidemment qu'ils ont raison. Donc, je retire immédiatement ce que je viens de dire. Parce que en tant que militant, c'est important on a un objectif et on essaye d'atteindre cet objectif. Et c'est pas le lieu de dire tout ce qui nous passe par la tête. Alors que le livre, oui. Le livre, je me suis sentie beaucoup plus libre parce que le livre, il est juste en mon nom. Alors évidemment, j'implique beaucoup de gens dont je donne le nom, et j'ai essayé de faire très attention à pas raconter n'importe quoi dans ce livre. Mais malgré tout, il y a des moments, il y a des espaces de liberté. Bon, alors quand je parle de ma vie privée, par exemple, alors là, je me suis pas donné de limite, et je pense que c'est la condition pour qu'un livre soit un peu bon. Ce qui n'est pas le cas d'un livre militant, par exemple. Un livre militant, rarement bon. D'abord, c'est rarement bon, c'est vrai.
Mais voilà, pour qu'un livre soit bon et intéressant à lire, en fait, il faut justement aller au-delà de ce moment quand on est militant où quelqu'un nous dit « il vaudrait mieux que tu dises pas ça ». Bah moi, voilà, quand on m'a dit ça, systématiquement, je l'ai dit. Merci Valérie. Merci beaucoup. Donc on aurait mieux fait d'arrêter. Merci à la Maison de l'Arménie, merci à Aram de nous avoir permis d'évoquer le Ciron. Je vous le conseille chaudement, voilà. Hein. Et on va passer maintenant à la séance de dédicace, si vous voulez, si vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà. Avec plaisir.